À la peine en meeting hier soir à Marseille, le candidat socialiste a sévèrement égratigné Emmanuel Macron, et ce alors que plusieurs ténors de la gauche pourraient rejoindre le candidat d'En Marche. On va développer qu'à présent donc, et pour commencer, on va partir à Marseille avec un meeting hier soir de Benoît Hamon. Violente charge contre Emmanuel Macron. Le candidat socialiste accuse, je cite le candidat d'En Marche, de n'être qu'une chimère de porter un projet qui pourrait favoriser le Front National. Benoît Hamon qui a fait étape, c'est quasi obligatoire à Marseille, dans la boutique de l'OM. Et il est reparti, regardez, avec un maillot. Benzen, c'est l'objectif du premier tour. Tout à l'heure, on m'a offert un cadeau. Je remercie Patrick, Marie-Arlette, tous ceux qui m'ont proposé ce petit cadeau. C'est un maillot de l'OM, floqué en lettres d'or, derrière, Hamon, avec un numéro 25. Pourquoi 25 ? C'est le minimum qu'on va faire au premier tour des élections présidentielles. Méthode Coué donc, alors que de plus en plus de ténors du Parti Socialiste tournent le dos à Benoît Hamon. Oui, le rassemblement dont il rêvait est encore loin. Après Claude Barthelone qui a émis hier de sérieux doutes, Bertrand Delanoë pourrait annoncer aujourd'hui qu'il rejoint Emmanuel Macron. Marie Belon. Moi, je ne viens pas chercher du réconfort en campagne, je fais campagne. Et avec dignité. Dignité, mais aussi difficulté. Benoît Hamon peine à faire entendre sa voix au-dessus du tumulte de l'affaire Fillon. Il ne peut pas installer son jeu. À chaque fois qu'il fait une proposition, il discute, il propose, on est dans les affaires. Donc c'est difficile de l'entendre. Mais son propre camp ne lui facilite pas la tâche. Les critiques se multiplient. Le président de l'Assemblée nationale avoue ne pas se reconnaître dans la campagne du candidat. Jean-Marie Le Guen le prévient. Lui et plusieurs parlementaires ne lui donneraient pas son parrainage. Quant à Patrick Kanner, le ministre de la Ville, il va plus loin. Il n'exclut pas de voter pour Emmanuel Macron. Si cette décision doit être prise, elle devra l'être de manière collective. C'est un appel à Benoît pour qu'il rassemble sa famille. On a besoin de preuves d'amour. Le clan Hollande critique surtout son programme, qu'il juge trop éloigné du socialisme. Hamon, il croit que c'est la fin du travail, il croit qu'il faut promouvoir la décroissance. Le paradoxe, c'est le candidat socialiste qui est en rupture avec le Parti socialiste, alors que le candidat dit en rupture qui a créé ce mouvement En Marche est celui qui se situe le plus dans la ligne qui a été tracée par Hollande. François Hollande qui tente de resserrer les rangs. Il convoque exceptionnellement son gouvernement au complet pour un conseil des ministres élargi aujourd'hui. Une réunion pour demander à tout l'exécutif de faire bloc et mettre un frein aux échappées individuelles. Emmanuel Macron, justement, lui, il était hier au Mureau, dans les Yvelines. Le candidat d'En Marche s'est dit favorable à une politique de discrimination positive envers les quartiers difficiles. Position, vous en souvenez sans doute, défendue par un certain Nicolas Sarkozy. C'était en 2007. On ne donne pas les mêmes chances qu'ailleurs de réussir. Et donc, en concentrant ces difficultés, on ne se donne pas les moyens vraiment reconnaître les talents et les mérites qui peuvent exister dans ces quartiers. Et donc, dans le projet que nous avons présenté la semaine dernière, plusieurs mesures extrêmement structurantes seront applicables, je l'espère, dans les prochains mois pour ces quartiers. C'est celle que je suis venu à la fois défendre, expliquer, en même temps que je suis venu écouter les besoins. Là, c'est un dispositif ouvert, volontariste, d'investissement sur les femmes et les hommes pour qu'ils puissent réussir dans ou hors des quartiers. Autre tonalité politique toujours, à droite cette fois-ci, c'est bien François Fillon qui était en meeting à Orléans. Après les sérieuses secousses de ces derniers jours, il y a un mot d'ordre et un mot-clé tout court d'ailleurs qui a été prononcé plusieurs fois, rassemblement pour la famille politique et les centristes. On dit que l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et son pays, et non pas une affaire de parti. Eh bien, dimanche, il y avait au Trocadéro tous les signes d'une rencontre puissante. Alors, maintenant, j'appelle au rassemblement, j'appelle à la mobilisation, j'appelle à l'action. J'invite toutes les forces de ma famille politique à se reprendre et à foncer. J'invite solennellement et amicalement nos partenaires centristes à rejoindre ma campagne. Nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes objectifs, et c'est ensemble que nous bâtirons la majorité gouvernementale qui redressera demain la France. Un message à moitié entendu, puisque les centristes de l'UDI, qui avaient demandé le retrait la semaine dernière de François Fillon, attendent des initiatives. On pourrait presque dire des preuves d'amour d'ailleurs. Regardez, Jean-Louis Borloo, c'est en l'état, je cite, difficile d'imaginer une majorité de droite et du centre. Bon, on va voir évidemment ce qu'en pensent les autres, justement, au centre.
Tout le monde sait qu'à la primaire, nous avons majoritairement soutenu Alain Juppé. Lorsque le débat s'est créé chez les Républicains, pas à l'UDI, du changement de candidat, nous avons naturellement dit que ce serait préférable. Ils n'ont pas trouvé de solution en leur sein, et donc on tire acte de ce fait. On souhaite un accord avec les Républicains, et on attend que M. Fillon prenne les initiatives qu'il a annoncées. Ça me paraît la moindre des choses et le moindre des respects vis-à-vis d'un candidat à la présidentielle qui souhaite rassembler. Je considère qu'on ne peut pas traiter les centristes, en tout cas l'UDI, comme effectivement un parti qu'on pourrait acheter par appartement. Et puis surtout, on ne peut pas dire qu'on est des socialo-centristes. Je pense que ces propos, ils doivent être dénoncés par François Fillon très clairement. Voilà qui risque de ne pas arranger les choses. François Fillon fait une fois encore la une ce matin du Canard enchaîné. L'hebdomadaire satirique évoque un prêt non déclaré, 50 000 € accordé par l'homme d'affaires Marc Ladreit de la Charrière qui, vous le savez, a employé son épouse Pénélope. Alors dans l'entourage du candidat, on dit que c'est un oubli d'ailleurs mentionné aux enquêteurs lors des auditions le 30 janvier dernier. Un élément que François Fillon a déclaré spontanément aux enquêteurs comme un oubli dans sa déclaration à la haute autorité dans la case dette. C'est un emprunt qui a été intégralement remboursé et que je sache, et c'est quand même ce qu'on voit depuis maintenant plusieurs semaines, les liens personnels entre François Fillon et Marc Ladreit de la Charrière sont un secret pour personne et donc c'est un prêt entre Monsieur de la Charrière et François Fillon. Ça n'a rien à voir avec Fimalac, ça n'a rien à voir avec 2F Conseil, donc c'est un non-sujet. Ils sont désormais 5 à être officiellement candidats à la présidentielle, 5 à avoir obtenu les fameux 500 parrainages selon un tout dernier décompte du Conseil constitutionnel. Vous les voyez ici. Le compte en revanche n'y est pas pour l'instant, en tout cas pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Idem pour Philippe Poutou. Officiellement, on est à 200, enfin à 197. Donc on sait qu'on en a un peu plus parce qu'on a quand même des retours, ça remonte tous les jours. Mais voilà, mais on sait qu'on n'est pas encore à 500 si on fait le total de tout ce qui devrait rentrer. Donc là, on rame, on appelle, on se déplace, c'est des rendez-vous sur place. C'est quand même un très gros travail. Et en ce 8 mars, journée de la femme, les candidats seront sans doute nombreux à évoquer la question des inégalités hommes-femmes, des inégalités qui perdurent, même si l'écart de salaire notamment se resserre. Alors lentement, hein, on est à 24% en moyenne aujourd'hui contre 27 il y a 20 ans. Vous voyez évidemment les différentes catégories chez les ouvriers, chez les cadres et chez les employés, ça n'est pas la même réalité. Nicolas Prissette, pour les prétendants à l'Élysée, c'est un passage obligé, on imagine, cette thématique. Est-ce qu'ils se différencient les uns des autres ? Oui, François-Xavier, c'est un passage obligé aujourd'hui. Le 8 mars, l'égalité homme-femme, eh bien, tous les candidats à la présidentielle vont en parler et tous vont déplorer l'écart qu'on vient de voir et qui persiste donc entre les hommes et les femmes sur les salaires. Mais qu'ont-ils vraiment à proposer de nouveau ? Eh bien, pas énormément de choses en réalité, parce que la loi prévoit déjà tout, c'est déjà obligatoire, à travail égal, salaire égal. Il y a même eu 7 lois depuis 1972, sauf qu'elles ne sont pas appliquées. Alors certains candidats, comme Benoît Hamon ou François Fillon, veulent renforcer les contrôles, renforcer les sanctions. Emmanuel Macron propose de divulguer le nom des entreprises qui ne respectent pas la loi pour faire pression. Mais enfin, la base, ça sera quand même que cette loi soit respectée. Donc, les entreprises de plus de 50 salariés, pour être précis, ont l'obligation de négocier un accord sur la mise en œuvre de l'égalité salariale homme-femme avec notamment un calendrier. Négocier, ça veut dire s'entendre avec les syndicats de salariés. Mais que font ces derniers ? Eh bien, c'est là le problème et c'est un peu un tabou. C'est que pour les syndicats, dans l'entreprise, cette négociation homme-femme n'est pas une priorité. Merci beaucoup Nicolas Prissette. Dans une demi-heure, on vous dira dans quelle région les inégalités de salaire sont les plus frappantes. Allez, on parle foot à présent et c'est le grand jour. Les Parisiens vont essayer de valider bien sûr leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Oui, les Parisiens ont fait le plus dur au match aller puisque ce soir-là, ils ont marqué 4 buts. Et cette année, le PSG possède un collectif qui est tout à fait cohérent et qui a largement de quoi rivaliser avec le FC Barcelone en 62 ans de Coupe d'Europe. Jamais aucun club n'a remonté ce déficit de 4 buts. Jamais personne n'a réussi à renverser le score. On en a parlé hier, mais tout le monde à Barcelone croit dans cette fameuse remontada, la remontée au score, effectivement, notamment l'entraîneur Luis Enrique. Nous sommes à la mi-temps. Si un adversaire est capable de marquer 4 buts contre nous, eh bien nous
Nous sommes capables d'en inscrire 6. Nous l'avons déjà fait ces dernières saisons, et pas seulement une fois, mais de nombreuses fois. Cela ne veut pas dire que nous allons faire n'importe quoi, mais nous devons marquer beaucoup de buts très vite. La vérité, c'est que nous n'avons rien à perdre, mais beaucoup à gagner.